Quand j'avais 12 ans, j'en suis venue à la conclusion que tout le monde, y compris ma propre famille, était contre moi. Je n'avais jamais été un enfant à problème, mais mes parents m'ont certainement traité comme tel. Par exemple, j'avais besoin d'être à la maison à 17h tous les jours. Cela a clairement limité ma quantité de temps de jeu à l'extérieur. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis pour jouer à la maison, ni d'aller chez quelqu'un d'autre. Je devais finir mes devoirs directement après être rentrée de l'école. Peu importe le temps que cela prenait. Mes parents ont refusé de m'acheter des jeux vidéo et m'ont forcé à lire des livres, puis écrire un rapport de lecture dessus pour prouver que je l'avais bien lu. Maintenant, même si ces règles énumérées étaient assez frustrantes pour moi quand j'étais enfant, elles ne sont pas ceux qui m'ont le plus bouleversée. Ce qui m'a vraiment blessée, c'est le manque de compassion de la part de mes parents. Ma mère était une femme amère, qui me faisait toujours culpabiliser à propos des accidents ou des erreurs que j'avais commises. Mon père ne connaissait qu'une émotion, la frustration. La seule fois où il m'a parlé, c'est quand il m'a crié dessus parce que j'avais obtenu de mauvais résultats à un test, ou m'avait battu pour mauvaise conduite. Mais assez parlé d'eux. Parlons du psychologue de mon école. Pour sa propre vie privée, nous l'appellerons le Dr Tanner. Comme la plupart des lycées, un psychologue est toujours disponible sur le campus pendant les heures de classe pour aider les étudiants ayant besoin de conseils, qu'ils soient émotionnels, académiques, sociaux, comportementaux, etc. Pour être honnête, je n'ai jamais vu d'étudiant parler avec le Dr Tanner. Chaque jour, je passais devant son bureau en allant à la cafétéria, et je jetais un coup d'œil par la petite fenêtre de sa porte. Il était toujours seul là-dedans, travaillant sur de la paperasse. J'ai deviné que la plupart des enfants avaient trop peur de parler de leurs problèmes à un adulte, qui était pratiquement un étranger. Pour cette raison, il m'a fallu 3 semaines pour rassembler assez de courage pour entrer dans son bureau. Le 2 mars 1993 fut le jour où j'ai décidé d'exprimer mes problèmes au Dr Tanner. Pendant la pause déjeuner, je me suis tenue devant la porte de son bureau et j'ai frappé. Par la fenêtre, je pouvais le voir lever la tête, sourire et me faire signe d'entrer. Je l'ai fait. Il m'a accueilli en se présentant et en me demandant mon nom. Le Dr Tanner était un homme à la voix très douce, qui semblait rayonner de gentillesse. En moins de 30 minutes, j'ai dit au Dr Tanner à quel point mes parents étaient méchants avec moi, et à quel point ils ne se souciaient pas du tout de moi. Au bout d'un moment, ma voix s'est mise à trembler, et j'ai arrêté de parler. Le psychologue a écouté patiemment tout mon discours, les bras croisés, et en hochant la tête. Je m'attendais à moitié à ce qu'il commence à parler, du fait que tout ce que je venais de dire était faux, et que mes parents m'aimaient beaucoup, et blablabla. Mais il ne l'a pas fait. Le Dr Tanner s'est penché vers moi avec un sourire sur le visage et m'a dit « Vous savez, je suis le meilleur psychologue scolaire au monde. Je promets que nous allons résoudre ce problème. » J'ai roulé des yeux. « D'accord, mais comment ?» j'ai demandé. « J'ai mes habitudes. » il a répondu. « Je suis un homme de parole. Je vous promets que d'ici 1 mois seulement, la relation entre vous et vos parents changera pour le mieux. Pour toujours. » Après une brève pause, il continua. « Bien que j'ai besoin que tu me fasses une promesse. Tu dois me promettre que tu reviendras à mon bureau après l'école demain. Et que tu ne diras à personne que nous avons eu cette conversation aujourd'hui. Ce sera notre petit secret. » J'ai promis. Le lendemain, je suis retournée voir le Dr Tanner après l'école. Il était environ 16h, lorsque j'entrais dans son bureau. Après un accueil chaleureux, il m'a demandé de m'asseoir à nouveau devant son bureau. En m'asseyant, j'ai regardé le Dr Tanner fermer les stores de la petite fenêtre de la porte. « Là, sourit-il. Maintenant nous avons toute l'intimité dont nous avons besoin. » Nous avons commencé à parler de mes goûts et de mes intérêts, de mes matières préférées à l'école, des professeurs que j'aimais le moins, etc. Environ 1 heure après le début de la conversation, le Dr Tanner m'a offert une boisson gazeuse. J'ai accepté l'offre avec plaisir, étant donné que mes parents ne m'ont jamais permis de boire du soda. Le Dr Tanner tendit la main vers son mini-réfrigérateur, s'agita un peu et posa 2 canettes de soda ouvertes sur le bureau. Ensuite, nous avons continué de parler de ce qui se passait dans ma vie. Mais il ne fallut pas longtemps avant que je m'évanouisse à cause des médicaments que le Dr Tanner avait mis dans ma boisson. Il m'a fallu environ 1 minute pour ajuster ma vision floue au réveil. Et quand c'est arrivé,
Je ne savais pas quoi penser. J'étais menottée à un lit, et ma bouche était scellée avec du ruban adhésif. J'ai immédiatement commencé à paniquer, me tortillant et tirant sur les menottes. Mais j'ai abandonné peu de temps après. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, après avoir parcouru la pièce. Il y avait des affiches de super-héros épinglées le long des murs, et des photographies d'athlètes célèbres sur les étagères. Au milieu de la pièce se trouvait une vieille télévision et une Super Nintendo, diverses cartouches de jeux empilées à côté. Je ne savais pas quoi penser. Me voici dans une pièce remplie d'objets avec lesquels la plupart des enfants mourraient pour y jouer. J'aurais probablement pleuré de joie si je n'avais pas été menottée à un cadre de lit. Mon estomac se noua une fois de plus, lorsque la porte s'ouvrit et que le docteur Tanner entra. Il s'assit sur le bord du lit. « Maintenant écoute, dit-il. Souviens-toi que je suis ici pour t'aider, et que je ne te ferai jamais de mal, d'accord ?» Le docteur Tanner a doucement retiré le ruban adhésif de ma bouche, puis les menottes de mes mains. Mon premier réflexe a été de commencer à pleurer. Mais quelque chose chez le docteur Tanner m'a fait me sentir en sécurité. Il m'a souri. « Tu vas rester ici pendant un certain temps, » continua-t-il. « Et pendant ce temps, tu es autorisé à jouer avec n'importe quel jouet dans cette pièce, pendant que je suis à la maison. Mais quand je quitterai la maison, je devrais menotter une de tes mains au lit. Tu dois toujours regarder la télévision. Mais je veux que tu regardes la chaîne d'information lorsque je suis absent. » Je restais assis en silence, essayant toujours de traiter les informations qu'il m'avait données. « Alors » a jappé le docteur Tanner en me tapant sur le genou. « Vas-y, et amuse-toi. Je reviendrai à l'heure du dîner. » Il se leva du lit, traversa la pièce et appuya sur le bouton d'alimentation du téléviseur, avant de verrouiller la porte derrière lui. Plusieurs minutes passèrent avant que je réalise que le docteur Tanner ne plaisantait pas. Il ne me restait plus qu'à démarrer la Super Nintendo et à jouer à Mario jusqu'à la tombée de la nuit. Vers 19h, le docteur Tanner est revenu dans la pièce avec 2 assiettes de purée de pommes de terre et des lanières de poulet. J'ai finalement rassemblé le courage de lui demander combien de temps je resterais dans cette pièce. « Eh bien, environ 1 mois, » répondit-il. « Plus ou moins quelques semaines. J'ai juste du travail à faire. » Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la main du docteur Tanner qui me tapotait la tête. « Hey mon pote, tu n'as pas à te réveiller maintenant si tu ne veux pas. Mais je vais devoir remettre ça, » murmura-t-il, en serrant la menotte d'acier froid sur mon poignet. Je le regardais. Il portait une chemise à col et un pantalon, un manteau drapé sur son épaule et une mallette à ses côtés. Il ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été quand je le voyais à l'école. Avant de partir, il a placé la télécommande du téléviseur à côté de moi. Il m'a dit de l'allumer et de regarder les informations. La première chose que j'ai vue en allumant était un segment de dernières nouvelles. Un policier d'apparence importante se tenait sur un podium, entouré de personnes avec des microphones. Une alerte Amber à l'échelle de l'État a été émise ce matin. Plusieurs enquêteurs travaillent à l'identification de ravisseurs potentiels, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves. Les membres du corps professoral déclarent que le garçon a été vu pour la dernière fois vers 16 ou 17 heures le... J'ai commencé à avoir des nausées lorsqu'une photo de moi est apparue à l'écran. C'était une photo de mon album de fin d'année de l'année dernière. Les légendes de la photographie affichaient mon nom et mon âge, mon école et ma ville. Au-dessus de ma photo, il y avait des titres alternés. Le FBI commence à rechercher un enfant. Enlèvement par un suspect inconnu. Fuite potentielle. Les images en direct se sont poursuivies. Et 2 personnes que j'ai rapidement reconnues comme ma mère et mon père sont montées sur le podium. Les 2 semblaient avoir les yeux rougis. Des larmes ont coulé sur le visage de ma mère, alors qu'elle s'emparait d'un micro. Je n'avais jamais vu autant d'émotions venir de ma mère, alors qu'elle pleurait à la télévision en direct, bégayant sur des phrases telles que « S'il vous plaît, rendez-moi mon bébé » et « Je suis tellement désolée. S'il te plaît, reviens à la maison. » Quand mon père a pris le micro, je m'attendais presque à ce que son attitude soit froide. Mais lui aussi avait les larmes aux yeux. Il a supplié le monde de ramener son fils à la maison en toute sécurité, et a finalement demandé mon pardon. Je sais que je n'ai pas été le meilleur père, mais putain, j'aimerais l'être maintenant. S'il vous plaît, ramenez mon garçon. J'ai coupé la télé peu de temps après. Mes émotions étaient mitigées, car je n'avais jamais vu mon père pleurer. Je me sentais misérable que mes parents subissent tant de choses, mais en même temps,
Je me sentais soulagée. Je savais à quel point maman et papa m'aimaient. Près de 4 semaines se sont écoulées, et le docteur Tanner me traite avec le plus grand des respects. Il me laisse le matin menotter au cadre du lit, mais revient l'après-midi pour déjeuner et dîner avec moi, parler et jouer à des jeux. Je n'aurais jamais deviné à quel point le docteur Tanner était bon au Monopoly et au Scrabble. Mais un matin, lorsque le docteur Tanner m'a réveillée avant de partir travailler, j'ai remarqué un regard sévère sur son visage. J'ai aussi réalisé que c'était 3 heures plus tôt que le moment où il me réveille habituellement. Tu dois regarder les nouvelles aujourd'hui. Aucune exception. Je veux que tu gardes la télévision allumée toute la journée. Et que tu y prêtes une attention particulière. A-t-il déclaré d'un ton sinistre. Bien sûr, j'ai obéi. Et je l'ai regardé sortir de la pièce. Environ 2 heures plus tard, un segment de nouvelles de dernière minute a interrompu la publicité de dentifrice que je regardais. Le titre : Des restes humains trouvés. 2 hommes costauds à l'air convaincus se sont écartés l'un de l'autre et ont commencé à parler. Nous sommes peinés d'annoncer des nouvelles aussi malheureuses ce matin, concernant notre cas d'enfant disparu du début du mois. L'un des hommes baissa la tête, tandis que celui qui parlait feuilletait quelques papiers. Il a continué. Des restes d'un corps ont été retrouvés dans un sac poubelle sous un viaduc d'autoroute. Le corps semble être celui d'un enfant, bien qu'il n'en reste pas grand-chose. Le corps a été décapité, et une grande partie a été réduite en cendres. L'écran passa à une vue d'hélicoptère de l'autoroute. Des dizaines de voitures de police rassemblées près du bas d'un viaduc. On entendait encore la voix de l'homme. Dans le sac, la police a trouvé une carte d'identité. L'écran montrait la carte d'identité scolaire que je gardais toujours dans mon sac à dos. Le plastique était en quelque sorte fondu, mais ma photo et mon nom étaient intacts. Après que les 2 hommes se soient congédiés, la caméra s'est tournée vers mes parents. Ils étaient assis parmi les journalistes. Le visage de ma mère affichait une grimace douloureuse, et mon père baissait la tête sur ses genoux. J'ai éteint la télévision. Le docteur Tanner est rentré chez lui très tard. Il se précipita dans la pièce, déverrouilla mes menottes, et plaça une bouteille d'eau pétillante dans ma main. Il posa ses mains sur mes épaules et sourit. « Je t'ai fait une promesse, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, les larmes s'échappant de mes yeux. « Tu dois me refaire une promesse, » murmura-t-il. Il m'a dit que je devais boire toute l'eau de la bouteille. Cela m'aiderait à dormir. Et qu'à partir de maintenant, je ne dirai plus jamais à personne que je l'ai rencontré. J'ai promis. Je t'ai dit que j'étais le meilleur psychologue scolaire du monde, n'est-ce pas ? Et il avait raison. Je me suis réveillée plus tard dans la nuit, pour me retrouver allongée au milieu d'un parc. Des étoiles brillant dans le ciel nocturne. J'ai reconnu le parc. Ce n'était pas trop loin de mon école. Sur la route, j'ai vu ma maison. Les lumières étaient éteintes à l'intérieur, mais je distinguais mon père assis sur la marche menant à la porte d'entrée. Je l'ai appelé avec hésitation. Il a levé lentement la tête. Mais quand il a vu que c'était moi, il s'est levé d'un bond, a couru vers moi les bras ouverts en criant mon nom. Ma mère a surgi de la maison derrière lui. Le docteur Tanner avait raison. Les choses avaient changé avec ma famille. Mes parents sourient plus souvent et me traitent avec amour. Je ne pouvais pas demander une fin plus parfaite. De temps en temps, je vois le docteur Tanner sur le campus, marchant vers et depuis son bureau. Nous établissons rarement un contact visuel, et nous parlons encore moins. Mais parfois, il me lance un clin d'œil et un sourire. Je lui tiendrai toujours ma promesse, et prétendrai que je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y aura toujours une question qui flottera jamais dans mon esprit. Qui le docteur Tanner a-t-il décapité et jeté du viaduc ?